Alors, on va voir si la question de Maximilien concerne la vie, j'allais dire, éternelle. J'ai un doute, mais voilà, on voit tout de suite Maximilien qui habite Illkirch. On t'écoute, Maximilien. Bonjour, alors Maximilien, moi j'habite à Altkirch et je me posais du coup la question à quoi sert un testament et quelles sont les informations afin d'en rédiger un. Voilà, je vous remercie pour les réponses apportées à cette question. Merci. Ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, quand on rédige un testament, on se dit, bon, ça doit être un peu comme une copie de classe, il faut forcément mettre son nom, peut-être la date, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre, Estelle Naudin, sur un testament ? Alors, déjà, il y a des règles de forme qu'il faut absolument respecter si on veut faire son testament soi-même, donc sans passer chez le notaire. Ça s'appelle un testament holographe. Ça fleure bon le vocabulaire des juristes. Concrètement, il faut que le testament soit intégralement rédigé à la main. Donc, on laisse de côté l'ordinateur ou la machine à écrire si on est dans le folklore. Intégralement rédigé à la main sur n'importe quel support, daté et signé. Tout ça à la main. Alors, n'importe quel support, on a même des cas un peu drôles. On a un arrêt, par exemple, qui s'est passé, un arrêt de la Cour d'appel de Nancy où on a mis comme support une machine à laver. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment une carte postale, une lettre missive. C'est pas forcément la feuille blanche. La machine à laver, c'était quoi ça? C'est la vengeance d'une mère de famille qui, au dernier moment, a dit « je lui donnerai rien ». Moi, j'ai une interprétation. Je pense que c'est le conjoint qui a été mis de côté dans le testament et le rédacteur ou la rédactrice s'est dit s'il y a bien un endroit où il ne dira jamais, c'est à la machine à laver. Mais en tous les cas, on en apprend un peu plus sur le testament tout de suite avec nos images. Ah non, mais je refuse que ce soit ma gourde de sœur qui récupère mes biens. C'est votre droit, mais dans ce cas, il vous faut faire un testament. Du latin testamentum, qui signifie témoigner, attester, et de testis, qui veut dire témoin. Le mot testament désigne donc le fait de transmettre ses dernières volontés devant témoin. Au Moyen-Âge, cet acte représentait même un passeport pour le ciel. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un testament. Ce n'est pas réservé qu'aux gens riches et célèbres qui font la une de la presse People. Que l'on parle d'une bicoque à la mer, d'un mauvais bibelot ou de l'organisation de vos funérailles, c'est vous qui décidez où, qui, quand et comment. Enfin, attention, pour cela, il faut que l'on vous considère être sain d'esprit. Vous devez être majeur et disposer juridiquement de vos biens, histoire de ne pas vendre ce qui n'est pas à vous. Dites-vous que même si ce n'est qu'un papier, le testament est un document officiel, donc il y a des règles. Écriture manuscrite, date, signature et surtout lisibilité, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas écrit Gérard, juste là? Oui, pour éviter cela, il va falloir vous appliquer. Si vous le rédigez seul, c'est le testament holographe. Ou si vous allez chez un notaire, pour une centaine d'euros, c'est le testament authentique. Dans tous les cas, il est impossible d'en faire un pour deux, même si vous vous aimez depuis 50 ans avec Mamour. Sachez que la loi française ne vous impose qu'une seule chose, interdiction de déshériter ses enfants. Ah que c'est une bonne nouvelle, non? Alors, si vous avez légué votre diamant à votre belle-fille et que vous le regrettez déjà, souriez, car votre testament est modifiable jusqu'à votre dernier souffle. Alors, on vient de dire que le testament doit être lisible. Alors déjà, on se dit qu'aucun médecin a le droit de faire un testament, mais si justement il est lisible, on va changer notre écriture. À partir du moment où on change notre écriture, c'est plus la même, donc il peut être contesté par d'autres personnes. C'est un peu compliqué, ça. Alors, donc, lisible, ça veut dire toujours écrit à la main. Ça, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Si on a une très mauvaise écriture, et c'est de plus en plus le cas parce qu'on perd l'habitude d'écrire, il ne faut surtout pas remplacer son stylo et sa feuille de papier par un ordinateur. Donc, il faut peut-être s'appliquer un peu plus que d'habitude. Et de toute façon, l'objectif, c'est aussi de vérifier que vous êtes bien l'auteur de votre testament. Donc, il y aura des études graphologiques si vraiment il y a une contestation par les héritiers pour vérifier que celui qui a écrit est bien l'auteur. Mais ça devient compliqué parce qu'effectivement, entre l'écriture qu'on a au quotidien et l'écriture lisible qu'on va faire, l'écriture va être différente et forcément peut être un peu contestée. Est-ce que d'aller chez le notaire, ça nous évite tout ça? Parce que chez le notaire, c'est juste un dialogue et du coup, il rédige à notre place et on signe. Oui, alors effectivement, parce que là, on va dicter ses dernières volontés, donc ça évite le problème. De manière générale, c'est très utile d'être accompagné d'un juriste, que ce soit un notaire ou un avocat, ou même un conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'il faut être quand même très très vigilant sur ce que l'on pense être le règlement de sa succession et ce que sera effectivement le règlement de sa succession. Prenons un exemple, voilà une personne qui a 2 enfants, qui avait fait une donation à l'un des enfants au moment où il s'est marié pour s'installer, et puis par la suite il n'avait plus trop de liquidité, il n'a pas pu aider le 2e enfant, et donc il se dit par testament je vais lui léguer la même somme d'argent. En faisant ça, en fait, il va créer un déséquilibre, puisque celui qui a reçu une donation, on va considérer que c'était qu'une avance sur sa succession,
donc il prendra moins dans la succession, alors que celui qui a reçu un legs, on considère que c'est une sorte de prime, c'est une part qui viendra en plus de ce qu'il doit recevoir de la succession. Donc vous voyez, parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout à l'heure, on a parlé que ce testament devait être lisible, on a dit qu'il devait être lisible. Est-ce qu'il doit aussi ne pas comporter de faute d'orthographe ? Oh non, on a droit aux fautes d'orthographe, ce n'est pas la dictée de pivot. On en retrouve d'ailleurs assez Avec tout ce qu'a régulièrement. écrit Johnny à la fin de sa vie. Sinon, Johnny n'avait aucune chance de faire un testament valable. Mais justement, le langage juridique, il est tellement technique. Souvent, lorsqu'on s'adresse à un avocat, il nous reprend, il nous sort des mots qu'on ne comprend pas. Pour le testament, est-ce que c'est pareil ? Il faut être entouré d'une armada de juristes. C'est mieux parce que le risque, c'est qu'à défaut, au moment du décès, on va découvrir le testament, on devra l'appliquer, et s'il y a des problèmes d'interprétation, il n'y aura plus personne, évidemment, pour nous expliquer ce qu'on a voulu vraiment dire. Donc c'est quand même très utile d'avoir les conseils d'un juriste pour bien formuler ce que l'on souhaite. À défaut, il y a un risque de contentieux, tout simplement. Précédemment dans l'émission, on a vu qu'on ne pouvait pas déshériter ses enfants. Est-ce qu'on peut cependant en privilégier un par rapport aux autres ? Oui, effectivement, les enfants sont réservataires. Ça veut pas dire que la réserve, ça ne veut pas dire qu'on a exactement la même chose. Il y a une proportion du patrimoine dont on peut disposer librement. Donc, si on veut privilégier un enfant, on peut le faire dans la limite de ce qu'on appelle la quotité disponible. Alors, sachez qu'il n'y a pas que les enfants qui sont réservataires. Si on est marié et que l'on n'a pas d'enfant, le conjoint est également réservataire, mais pas dans les mêmes proportions, c'est seulement pour un quart. Lorsqu'on s'est marié plusieurs fois, il y a souvent un problème, par exemple, quand on a des enfants d'un premier mariage qui sont déjà très grands, on en a d'autres qui sont plus petits, on a aidé les grands à s'installer dans la vie et la deuxième femme dit « Ah oui, mais les petits, ils n'ont rien eu, donc c'est normal qu'ils aient plus maintenant ». Comment ça se passe ? C'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. Si on a fait une donation aux enfants de ce qu'on appelle les enfants d'un premier lit, mes étudiants parfois parlent d'enfants d'un premier nid parce que justement ils ont des petits problèmes avec l'orthographe. Ces enfants du premier lit, s'ils ont une donation, c'est qu'une avance sur la succession. Donc de toute façon, ce sera pris en considération dans le règlement de la succession pour que les enfants plus jeunes, qui n'ont encore rien reçu, finalement aient la même part à la fin. Est-ce qu'on peut, lorsqu'on donne quelque chose, lorsqu'on a un héritier, demander quelque chose en échange, par exemple, qui s'occupe de notre chien, ou si on donne à une commune qu'on ait une place qui porte notre nom, est-ce qu'on peut faire un petit chantage comme ça ? Alors sur les communes, les règles d'attribution des noms des rues ne dépendent pas que de la volonté de celui qui a écrit le testament. Alors en revanche, on peut effectivement prévoir ce qu'on appelle des legs ou même des donations avec charge. Typiquement, voilà une personne qui est très attachée à son animal. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'un animal peut hériter effectivement d'une succession. Donc si on veut veiller à l'avenir de son animal, on peut faire un leg à une personne de confiance avec la charge de s'occuper de son animal jusqu'à son décès. Enfin, combien de temps après la mort d'une personne, le testament est-il contestable ? Alors, ça dépend sur quel fondement on veut le contester, mais le délai de prescription qu'il faut avoir en tête, c'est 5 ans. Simplement, le point de départ du délai de contestation n'est pas toujours le même.